Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce cours numéro 3 de RCP 105, donc, qui est consacré au graphe orienté. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? On va voir donc la notion de graphe orienté, le voisinage qui est dédié, la notion de degré, ça va être plus compliqué. Puis après, on va essayer de cheminer dans le graphe orienté, donc ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait précédemment pour l'instant. Et puis après, on va voir trois problèmes liés au graphe orienté, donc le tri topologique d'un graphe acyclique, vous verrez ce que c'est, la notion de fermeture transitive, et puis la forte connexité, voilà, qui est équivalent au graphe. Ok. Alors, on reprend. On sait que donc un graphe, initialement, c'était une relation. Et on avait vu les graphes simples, enfin les graphes qu'on a vus déjà, ceux qui étaient non orientés, il fallait que la relation soit symétrique, comme par exemple l'amitié. Mais toutes les relations ne sont pas symétriques. Et dans le cas général, dans le cas où un individu A peut avoir un lien vers B, mais pas B vers A, d'accord, où c'est pas symétrique, mais donc ça nous donne une relation quelconque, d'accord. Donc je vous rappelle, une relation, c'est un sous-ensemble de E croix E, si E c'est un ensemble, justement, ok. C'est-à-dire un ensemble d'éléments, donc il faut que je puisse distinguer le premier du deuxième, donc c'est avec l'ordre, donc c'est comme ça le couple AB. Et donc on dit qu'il est dans R, ok. Donc R c'est une partie de E croix E. Ok, donc si vous avez un tableau, et vous mettez des croix dans le tableau. Le tableau avec tous les éléments de E et de E, ça vous fait bien E croix E, d'accord. Et puis en mettant des croix pour dire ça il est en relation, vous savez que cet élément-là est en relation avec cet élément-là. Ok. Et donc on peut proposer un graphe orienté à partir de ça. Alors ça se voit très très peu, mais là c'est en caractère gras le GVA. Parce que comme j'ai des sommets qui s'appellent aussi grand A, grand V, etc. D'accord, je voulais bien distinguer les deux, mais c'est pas ultime. Bon, donc le graphe, c'est l'ensemble des vertices toujours, donc V, l'ensemble de ces sommets, et puis les arcs. Donc en anglais c'est pareil, c'est arcs. Voilà, donc les arcs grand A. Donc ça, ce sont des ensembles. V, c'est un ensemble d'éléments. Bon, ça ressemble à E, quoi. Un ensemble de sommets, et puis les arcs, donc ça va être des couples d'éléments AB. Bah voilà, c'est ça, d'accord. Donc si jamais vous avez XY qui est dans leur relation, avec X et Y bien sûr deux sommets, alors ça veut dire que XY est un arc de G, et donc c'est un élément de A, grand A. Ok, alors donnons un petit exemple, d'accord. Donc voici un graphe orienté, non, pas du tout. Voici un ensemble grand E, alors je l'ai mis avec en écriture cursive comme ça, pour pas confondre avec un éventuel sommet E, vous voyez que j'ai plein de trucs. Ok, donc grand E, c'est un ensemble qui contient. Oh là, il en contient bien plus, il contient aussi E, je l'ai oublié là. Bon, il contient grand E aussi. Voilà, je l'ai rajouté, c'est mieux. Et donc R, c'est une relation, donc c'est un ensemble de couples, donc ça va être AB, AC, CA, CE, EB, EC et ED. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça représente les relations. Est-ce que c'est l'un domine l'autre? Est-ce que c'est l'un est amoureux de l'autre? Est-ce que c'est l'un est un prédateur de l'autre? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez une relation qui est dissymétrique, d'accord. Ce qui n'empêche pas que A peut être en relation avec B et B avec A. Alors là, c'est pas le cas ici, mais qu'est-ce que nous avons? Et voilà, nous avons C qui est avec E et E qui est avec C, d'accord. Donc si la relation c'est l'amour, c'est bon, c'est un couple. Si la relation c'est prédateur, ils vont tous les deux se bouffer, quoi. Alors, vous allez voir que c'est simple pour le graphe. On va prendre chaque sommet, ça va être donc les éléments A, B, C, D, E, d'accord. Voilà, A, B, C, D, E. Et puis à chaque fois que j'ai ici, je vais mettre une arête qui part de A et qui va à B. Là, elle part de A, elle va à C. Là, elle part de C, elle va à A. Donc il faut que je la distingue un petit peu de la précédente. C, E, C vers E. E vers B, E vers B comme ça. E vers C, E vers C. Et puis E vers D, E vers D. D'accord? Et voilà mon graphe orienté. C'est pas plus compliqué que cela. Donc ça euh, modélise une relation quelconque en fait, d'accord. Donc on a le droit d'avoir des choses comme ça, on a aussi le droit d'avoir E vers E, d'accord, si vous êtes amoureux de vous-même, ou si vous êtes un prédateur de vous-même, enfin bref. On peut aussi avoir des boucles comme ça, voilà. Ce que je ne vais pas considérer dans le cours, parce que sinon ça devient trop compliqué, c'est qu'il y a des arêtes multiples comme ça, d'accord. Alors plus tard, on verra des arêtes ou des arcs qui vont avoir des valuations, donc ils vont avoir des nombres, d'accord. C'est le temps, la distance, le prix que ça vous coûte, etc. Pour l'instant, on reste dans le cadre simple, les arcs sont unidirectionnels, enfin, mais pas valués, non valués.
Voilà, et pareil que dans les théories des graphes classiques, on va avoir des notions de représentation machine hein, pour ça. Donc là, ça va être une matrice encore. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur ces notions-là de liste d'adjacence, etc. Mais pour l'instant, je veux un petit peu qu'on déblaye les grandes lignes. Et voilà donc ma matrice d'adjacence. Alors comment est-ce que je l'ai créée? Là, je ne l'ai pas mis, mais vous avez grand A, grand B, grand C, grand D, grand E, grand A, grand B, grand C, grand D, grand E, d'accord. Donc là, c'est A, il domine qui? Alors A ne domine pas lui-même, d'accord. Enfin, A, d'accord, il y a une flèche vers. A, il y a une flèche vers B, d'accord. A, il y a une flèche vers C, ok, et puis c'est tout. Ok, puis là, c'est B. Alors B, il est là, il domine personne, d'accord. Il n'y a pas de flèche qui part vers quelconque, donc hop. C, il est ici. Donc il domine A, il domine pas B, il domine pas C, donc il domine A, pas B, pas C, pas D non plus, par contre il domine E, d'accord, il y a la flèche ici, voilà, A, B, C, là c'est A, B, C, là c'est D, d'accord, D il domine personne, hein, vous voyez, il est tout seul là, et E, E, alors il domine pas A, par contre il domine B, C et D, d'accord, et puis il domine pas E lui-même, ok. Voilà pour la matrice d'adjacence associée à ce graphe. Vous voyez que c'est rien de compliqué. Ok, donc on va continuer un petit peu, on va adapter le vocabulaire qu'on avait dans le cadre des graphes non orientés au cas du graphe orienté. Donc on avait la notion d'arête, mais c'était symétrique. Là, je ne veux plus du symétrique, donc je vais dire que c'est un arc, d'accord, pour ne pas confondre. Donc c'est un arc du graphe orienté G. Alors parfois je mets G flèche comme ça pour dire que c'est un graphe orienté. Bon là je le mets pas, je mets ça comme ça. D'accord, donc AB c'est un arc du graphe orienté G. On dit que A est l'extrémité initiale de l'arc AB et que B est son extrémité terminale, puisque elles ne jouent pas les mêmes rôles. Hein. Les deux sommets ne jouent plus le même rôle dans cet arc-là. Il y en a un qui est de début et un qui est à la fin. On dit aussi que A est un prédécesseur de B, il se trouve avant A, hein, puisqu'il y a un arc, ou que B est un successeur de A, puisqu'il se trouve après, hein, il y a un arc qui va vers lui. On peut dire aussi que l'arc A, donc AB, est sortant de A et entrant en B. Bon, je ne vais pas vous faire la liste des choses, hein, voilà, il y en a des kilomètres, mais ça se comprend assez bien, quoi. Ok, alors donc, alors je fais peur, hein, d'accord. Donc A est un prédécesseur de B, B est un successeur de A, etc. Bon, je ne vais pas vous donner des exemples. Alors donc là c'était pour la notion donc juste d'arc, hein, et de voilà. Maintenant c'est la notion de voisinage. Qu'est-ce que ça devient avec nos graphes orientés? Alors on va distinguer le voisinage sortant du voisinage qui est avant. Ok. Donc l'ensemble des successeurs d'un sommet, donc on va l'appeler gamma plus. Donc gamma avant c'était le voisinage, hein, ou parfois je l'appelle N pour neighborhood, ou je peux l'appeler aussi voise pour voisinage. J'essaye de ne pas l'appeler V parce que sinon il y en a déjà beaucoup. V c'est déjà l'ensemble des vertex. Donc on désigne par gamma plus de A l'ensemble des successeurs du sommet A dans G. C'est-à-dire, la définition, c'est gamma plus de A, c'est l'ensemble des sommets S de V. Donc là on le voit pas, on le voit pas du tout. Mais le V là il est en gras. Ouais. Attendez, je vais voir. Ok, j'ai changé ma police parce que c'était vraiment pas... visuellement, ça marchait pas. Donc c'est l'ensemble des sommets S, donc V c'est l'ensemble des sommets, ça c'est l'ensemble des arcs, d'accord. Tel que AS est un arc, justement. Ok, donc gamma plus de A, c'est l'ensemble des successeurs, en fait, tout simplement, c'est marqué au-dessus, hein, de A. Ok, et donc D plus de A, c'est-à-dire le degré sortant ou le demi-degré sortant. Donc là j'ai mis degré sortant parce que j'ai pas la place et là demi-degré. C'est le cardinal de cet ensemble-là. D'accord. Donc c'est le nombre d'arcs qui sortent de A. Bon, on va faire la même chose avec demi-degré. Hein. Vous voyez d'ailleurs que hop, ça allait à la ligne, tant pis. Donc l'ensemble des prédécesseurs de A, c'est quoi? C'est l'ensemble des sommets S dans V, donc des sommets, tels que SA est un arc, d'accord. Donc S domine A. Okay, il y a la flèche qui va de S vers A. Donc le demi-degré sortant, non, entrant. Voilà, demi-degré entrant, c'est donc le nombre de sommets S qui ont une flèche qui domine A, quoi. Ok. Alors, on avait déjà vu donc un théorème, hein, vous vous rappelez du fameux théorème des poignées de main, là. Donc la somme des degrés, c'était 2 fois le nombre d'arêtes à l'époque. Et on va voir un théorème extrêmement similaire, hein. Donc si jamais G, c'est mon graphe, donc ensemble des sommets, ensemble des arcs, donc un graphe orienté. Si jamais je dis M, c'est son nombre, alors c'est pas d'arête, c'est d'arc, tant pis. Alors que j'ai un théorème qui me dit que la somme pour tous les sommets S
du degré sortant de S est égal à la somme pour tous les sommets du degré entrant dans S, et c'est égal au nombre d'arcs. Alors pourquoi? Bah déjà, est-ce que c'est vrai mon truc, hein? Alors j'essaye de le faire avec ça, d'accord? Donc S, hein, il va prendre toutes les valeurs de V. Vous voyez que V, l'ensemble des sommets, c'est bien A, B, C, D, E, d'accord? Alors on va voir, S il parcourt V. Alors quand S il vaut A, qu'est-ce qui se passe? Le degré sortant de A, donc D plus de S pour S est égal à 1, pof pof, c'est 2. Le degré entrant dans A, c'est 1, ok? B, bah, il n'a pas de degré sortant, par contre il en a 2 en entrant. C, il a deux sommets, enfin 2 degrés sortants, 1, 2, oui, et 2 entrants. D'accord? C, c'est 2, 2. D, il n'a pas de sortant, il a un seul entrant. Et E, eh ben, E, il y a quoi? Il y a un entrant, et par contre, il y a 3 sortants. Ok? Alors, on va regarder. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Je dis ici que la somme des degrés ici, c'est égal à ça, et c'est égal au nombre d'arcs. Alors, allons-y. 2 et 2, 4 et 3, 7. Est-ce que ça fait bien 1 et 2, 3 et 2, 5, 6, 7? Oui. D'accord? La somme ici est égale à la somme ici, et ça devrait faire le nombre d'arcs. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors pourquoi c'est vrai? Bah, tout comme précédemment, d'accord, quand vous considérez un arc, bah, il y a quelque part un degré sortant et quelque part un degré entrant, d'accord? Donc quand je fais la somme de tous les degrés sortants, bah, ils sortent, il y a bien un arc en face, donc il y en a autant que d'arcs, et puis bah, l'arc il va bien quelque part, et donc ça me crée un degré entrant ailleurs, d'accord? D'où la somme des degrés sortants est égale à la somme des degrés entrants est égale à nombre d'arcs. Ok pour ce petit théorème, je suppose? Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on a fait donc les notions de base quoi sur les graphes orientés, et ben on va essayer de se déplacer dans ce graphe, d'accord? On va essayer de faire du cheminement. Alors, allons-y pour un chemin cette fois-ci. Donc A et B, deux sommets d'un graphe orienté, toujours le même, hein, G ronde est égal à VA. Alors un chemin de A vers B, cette fois-ci, je me déplace dans un sens. Hein, c'est une suite alternée de sommets et d'arcs. Donc la suite alternée, donc x0, A1, x1, A0, là c'était A1, x2, A2, etc. Jusqu'à -1, xn. Alors c'est quoi? Donc les x, ce sont des sommets. Avec le premier, ça doit être A. Le dernier, xn, ça doit être B. Et entre les x, hein, les A, A0, là, ça doit être l'arc x0, x1. D'accord? Et donc pour tout k, xk, xk pardon, est un sommet, voilà. Et donc l'arc AK, donc ça doit être, vous voyez, hein, c'est xk plus 1. D'accord? Et donc le k là, il s'arrête jusqu'à n-1, puisque il y a n- de A0 à n, pardon, il y en a n. À n-1, pardon, il y en a n des arcs ici, et il y a n plus 1 sommet, d'accord? C'est toujours la même chose. Quand vous avez une rangée d'arbres à n plus 1 arbres, entre les arbres, il y a seulement n espaces, d'accord? Voilà, voilà. Donc, alors, presque contrairement au graphe simple, là, c'est peut-être plus facile de repérer euh, les chemins en ne gardant non pas les sommets, mais plutôt les arcs. Bon, enfin, quoique, hein, bon, bref. On peut faire comme on veut, du moment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, d'accord? Voilà. Donc, quand j'ai un chemin de A vers B, bah, je dis que A, c'est l'extrémité du chemin, alors je l'ai appelé C, mon chemin, et puis que B, c'est son extrait terminal. Et donc, le chemin, il va d'un truc à un autre, ok? Puisque chacun des arcs, ils sont bien orientés. Bien évidemment, on peut définir la longueur d'un chemin, bah, c'est égal au nombre d'arcs empruntés par celui-ci, je ne vais pas vous faire le dessin. Donc ici, il y en a combien? Il y en a n, ok? Voilà. Ah oui, une remarque totalement innocente. Oh là là. Si jamais il existe un chemin C1 qui va de A vers B, donc avec 15 arcs, hein, et puis un chemin C2 qui va de B vers C, avec 18 arcs, alors il existe un chemin qui va de A vers C, d'accord, en concaténant en fait le chemin C1 et le chemin C2. Ok? Alors, ça a l'air une remarque innocente, mais en fait, ça a de bien grandes conséquences ce que je viens de dire. Donc, la première conséquence qui est, ça va pas casser des briques pour l'instant, mais plus tard, vous verrez. Donc, C1, il est de longueur L1 et si C2 est de longueur L2, alors C, donc quand j'ai concaté les deux, il a de longueur L1 plus L2. Ouais. Bon, on verra d'autres fois où ce genre de remarques ou de raisonnement va nous permettre de faire du dénombrement. Donc, alors peut-être vous connaissez les chemins de Dyke ou des choses comme ça.
mais c'est assez souvent vu. Euh, de l'existence, enfin bref, pas mal de choses aussi dans la combinatoire. Et puis aussi, c'est très proche du principe de optimalité. D'accord. C'est-à-dire que quand j'aurai un chemin optimal, vous verrez que les sous-chemins sont forcément optimaux. Ok. On verra ça plus tard. Mais tout vient de cette remarque-là, qui est vraiment innocente, hein, mais voilà, si j'ai un chemin de A vers B et un chemin de B vers C, alors je peux avoir un chemin de A vers C. Alors donc, la notion de chemin, bah, c'est équivalent à celle de chaîne d'avant, hein. On avait bien dit que la chaîne, c'était entre deux points, il n'y en avait pas un qui était plus important que l'autre, etc. Maintenant, le chemin, si, il y a un point de départ, un point d'arrivée. Et donc, il y avait la notion de cycle pour les chaînes, et ben là, c'est la notion de circuit. Alors un circuit, c'est un chemin dont l'extrémité initiale est égale à son extrémité terminale. Ok. Voilà, alors on dit qu'un graphe est sans circuit s'il est acyclique plutôt que acircuitique, hein, d'accord. Donc en français ce serait vraiment acircuitique si on veut être précis, mais c'est assez moche, donc on dit souvent acyclique. Alors tiens, un problème de décision qui pourrait être intéressant, je vous propose d'y réfléchir un petit peu. Est-ce que vous pourriez me proposer un algorithme, alors peut-être naïf, peut-être pas optimal, etc., mais au moins un algorithme, qui prenne en entrée donc un graphe, donc par exemple la matrice d'adjacence, et puis vous me dites... euh, oui, si jamais le graphe est sans circuit, parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des graphes sans circuit, et puis faux sinon, d'accord. Donc voilà, essayez de voir comment est-ce que vous pourriez, étant donné un graphe, par quelles opérations vous pourriez, quel algorithme quoi, vous permettrait de dire à la fin si oui ou non ce graphe est sans circuit ou pas. Alors, une petite remarque, bon ici on a des circuits, ok, A, C, C, A, ok. Une petite remarque, si je vous donne un graphe, d'accord, la question n'est pas de savoir si lui, il est ou non, il a ou non des circuits, d'accord. La question est, quel que soit le graphe que l'on vous pose, quelle est la procédure, hein, qui à la fin vous permette d'arriver à faire, à dire si le graphe est oui ou non euh, sans circuit, d'accord. Donc ce qu'on veut, l'algorithme, hein, c'est qu'il puisse s'appliquer à tous les graphes et pas seulement à un graphe particulier. Et puis vous me l'expliquez là, il faut l'expliquer dans le manière générale. Ok. Alors les graphes sans circuit, bah, ils ont une importance. Enfin, il y a de l'importance, quoi, parce que bah, parfois on veut qu'il n'y ait pas de circuit, hein, dans ce que l'on fait. Par exemple, dans les cours, etc., dans votre cursus, hein, il ne faut pas qu'il y ait de circuit dans les différents prérequis entre les disciplines, d'accord. Ma discipline va servir à d'autres, il y a des prérequis qui sont précédents, mais il ne faut pas que, d'accord, qu'il y ait un circuit, quoi, tout simplement, qu'une qu'un module ait besoin d'un autre et qu'il ait besoin d'un autre, et puis il a besoin du premier, d'accord. Parce que sinon, par où on débute, ok. Alors ça, on est très sensible à ça, en mathématiques en particulier, mais en informatique aussi, hein. En informatique, l'ordinateur, il a des bases. Nous, en maths, ce sont les axiomes, hein. Vous voyez, les axiomes d'Euclide, par exemple, pour la géométrie, pour pouvoir avancer, hein. Et donc, tout ce qu'on fait est justement sans circuit, c'est-à-dire que ça découle. Un exemple de choses hyper connues qui est avec des circuits, c'est le dictionnaire, d'accord. Si vous prenez un mot du dictionnaire, n'importe lequel, vous vous dites, voilà, est-ce que je peux le définir sans utiliser ce mot-là. Parce que si pour définir lampe, vous utilisez le mot lampe, c'est pas génial, hein, d'accord. Ok, donc vous regardez le mot lampe, et il faut pas qu'il y ait les définitions des autres choses, mais si vous connaissez absolument pas les autres mots, d'accord, vous regardez à chaque fois tous les mots, d'accord. Et voilà, et forcément, dans le dictionnaire, vous allez tomber sur des circuits, c'est-à-dire que le langage courant est mal foutu. Ok. Alors on s'en sort pas trop mal, mais voilà, si un jour des extraterrestres nous visitent et regardent nos dictionnaires, ils pourront se dire, ce sont des fous, hein, ils définissent les choses de manière récurrente. Enfin, ça tourne en rond, quoi, leur truc. Et oui. Alors, quand on a donc un graphe sans circuit, on peut faire ce qu'on appelle un tri topologique. Qu'est-ce que c'est? Donc si un graphe est sans circuit, en fait, on peut tout simplement l'ordonner, mettre un ordre sur ses... Hop là, je vais descendre un tout petit peu que vous voyez le titre. Mettre un ordre sur ses sommets, d'accord. Et dire, voilà, il y a un premier sommet, puis un deuxième, puis un troisième, etc. D'accord. Alors, effectuer un petit tri topologique ici, d'accord. Donc le matin, moi je suis très très mal réveillé, hein, d'accord, et je mets n'importe quoi au début,
Je me suis dit, c'est plus possible, hein, il fallait mettre ceci avant cela, etc. Donc voilà, j'ai fait bien, je me suis dit, voilà, pour bien être habillé, qu'est-ce qu'il faut que je mette déjà? Alors je peux mettre la montre quand je veux, que je sois habillé ou pas, c'est pas grave. Par contre, avant de mettre les chaussures, il faut que j'ai mis les chaussettes, d'accord? Avant de mettre mes chaussures, ouais, il faut aussi que j'ai mis mon caleçon quand même, hein. Et puis mon pantalon, hein. Alors le pantalon, avant le pantalon, il faut mettre le caleçon. La ceinture, bah, il faut la mettre sur le pantalon, donc c'est avant. Hein. La chemise, alors comme il faut mettre la chemise sous la ceinture, d'accord, pour être bien propre, eh ben, il faut la mettre avant la ceinture. La cravate, ah oui, il faut que je la mette après avoir mis la chemise, d'accord, ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, vous avez compris, ok? Donc, bah voilà, essayons de faire un tri topologique là-dessus, ok? Donc, alors, on est d'accord que montre, ça sert à rien. Donc après, bah, je dois prendre un sommet, hein, qui est le moins possible de degrés entrants, enfin même sans aucun degré entrant, d'accord? Par exemple, est-ce que je peux mettre la chemise directe? Oui, c'est possible, d'accord? Puis il faut que je mette les chaussettes, par exemple, oui, oui. Puis le caleçon, d'accord, c'est possible, d'accord? Une fois que j'ai mis ça, je peux mettre le pantalon, ok? Je peux mettre la ceinture, ouais. Je peux mettre bah, la cravate, d'accord? Une fois que j'ai fait ça et ça, je peux mettre la veste, et puis il me restera à mettre les chaussures, d'accord? Donc, et puis la montre après. Donc là, par exemple, j'ai fait un tri topologique, d'accord? Alors, il n'est pas unique, hein, mais il en faut bien un pour être bien habillé le matin. Voilà, donc c'est mettre un ordre sur un graphe. Alors, justement, eh bien, il y a l'algorithme de tri topologique. En voici un. Alors, on va l'appliquer à ce graphe-ci. Donc, c'est un graphe sans cycle, hein, j'espère, hein. Voilà, donc il faudrait voir avec l'algorithme que vous allez proposer si en le rentrant, hein, vous trouvez bien un cycle ou pas. Et donc, on va essayer d'appliquer cet algorithme à notre graphe, ok? Ok, alors j'ai pris un petit bloc-notes pour pouvoir écrire avec vous. Alors, donc cet algorithme, il est en deux parties, étudions-le. Le premier, c'est tri topologique. Ça prend en entrée mon graphe G. Ok, donc qu'est-ce que ça fait au départ? Ça crée un L qui est vide. Ok, L égale rien du tout. Ensuite, ça colorie tous les sommets en blanc. Bon, d'accord, ils sont tous blancs. Voilà, j'ai tous mis blanc. Après, pour tout U dans G, bah, j'ai plein de sommets, hein, d'accord, d'où. Alors si, donc pour tout U dans G, bah écoutez, j'ai envie de prendre A déjà. Ok, si A est blanc, oui, oui, A il est blanc pour l'instant, ils sont tous blancs de toute façon. Alors je fais visite, donc GA, ok. Bon, d'accord, bah alors regardons le sous-programme, c'est-à-dire visite G avec un sommet U. Donc là, A en l'occurrence. Ok, alors il faut que je colorie déjà direct mon sommet en gris. Bon, d'accord. Donc il est plus blanc. Donc hop, je vais créer la liste des sommets gris. A n'est plus blanc, il est devenu gris. Ensuite, pour tout V appartenant à Adj de U, d'où. Ok, donc on n'a pas vu ce que c'était la liste d'adjacence, mais ce sont les successeurs, d'accord? Alors, pour tout V qui appartient à la liste d'adjacence de A, donc les successeurs de A, ok? Alors, quels sont les successeurs de A? Hop, je vais mettre ici. Donc, les successeurs de A, c'est... Alors, il y a F et il y a C. D'accord? Je les ai pris dans un ordre quelconque, hein. C'est tout, oui. Ok, donc si jamais ils sont blancs, alors, oh, je fais appel encore à machin, d'accord? Donc, allons-y, je fais appel, donc je commence par F, ok? Donc, je me décale, ouais, je me mets là. Pour F, par exemple, donc celui-là, j'y vais, je colorie F en gris. Bon, d'accord, il est plus là. Pouf, il est là. Ok, si F est de... Alors, pour tous les successeurs de F, d'accord? Donc, quels sont les successeurs de F? Successeur de F, c'est... Alors, il n'y a que C, en fait. Bah, tiens, voilà, ça tombe bien. Ok. Donc, si il est de couleur blanc, oui, c'est le cas. C, il est blanc. Alors, bah, je fais visite C. Ah, bah alors, donc, je fais visite C. D'accord? Quand j'ai mis F, là, c'est-à-dire je faisais visite F.
Ok, c'est parti, je fais visite C. Alors, hop, je vais monter un petit peu mon truc ici. Je reprends. Colorier C en gris. D'accord. Alors, ok, je colorie C en gris, et donc il n'est plus blanc. Ok, pour tout voisin, donc successeur de C qui serait blanc en fait. D'accord. Bah, il n'y en a aucun. Ouf. Ok, donc un if, un for, colorier C en noir. Ok, donc maintenant j'ai une troisième couleur, c'est le noir, et donc je colorie C en noir. D'accord. Et puis je fais rentrer C ici. D'accord. L, c'est U, donc le fond, ça et ça. D'accord. Ok. Et puis une fonction, donc ça y est, j'ai terminé mon visite C. Tac, 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 tac. D'accord. Donc j'étais en train de faire successeur F. J'ai dit que c'était C. Donc maintenant, quand je refais visite F, d'accord, il revoit toujours que le successeur de F, c'est toujours C, hein, d'accord, ouais. Par contre, il n'est plus blanc, d'accord, donc il passe, hein, il fait, et hop, je colorie F en noir, et donc je le fais rentrer ici, devant. Ok, et donc il est colorié en noir, F. Voilà, ok. Donc je viens de finir successeur de F, ok. Donc j'étais en train de faire visite F, ah bah c'est fini, hein, voilà. Voilà, et donc je reviens à successeur de A. Donc les successeurs de A, il y a toujours F et C, sauf que quand je regarde est-ce qu'il y en a un qui est blanc, ben, ni F ni C ne sont blancs, d'accord. Donc je termine là directement. Colorier, donc A en noir, ok. Donc A, il est plus gris, il est noir. Tiens, j'ai oublié de virer C en gris puisqu'il est passé noir, ok. Euh, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je rajoute, vous voyez, un A ici. Ok, et donc je viens de finir de visiter A. Ok, voilà, j'ai fini visite A, donc je reviens là. Pour tout G de U, d'où, donc si U est blanc, bah alors allons-y, hein. Donc j'étais en train de A, alors comme il faut qu'il soit blanc, bah je vais prendre B, hein, d'accord. Ok, hop là, oui, c'est bon, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Et là, il faut que je fasse, donc, qu'est-ce que je fais? Si B est blanc, bah oui, je fais visite B. C'est reparti. Je colorie B en gris, donc hop, je le prends ici, je le colle là. Après, pour tout successeur de B, alors quels sont les successeurs de B qui sont blancs en fait, hein? Donc, les successeurs blancs de B, c'est qui? Alors, les successeurs de B, il y a A et il y a E. A, il est déjà noir, E, il est blanc, ok. Donc il y a E, qu'est-ce que je fais? Si il est de trucs blancs, oui, c'est le cas, donc je fais visite E. Ok, allons-y pour visite E. Je regarde quels sont les successeurs de E qui sont blancs, il n'y en a aucun, d'accord. Donc visite E, il va se terminer de vite, hein, puisque... Alors attendez, le début de visite E, pardon, j'ai oublié. Au début de visite E, je vais faire comme ça. Hop, il faut que je rajoute... je le fais passer en gris, d'accord, c'était la première chose. Ok, il n'a aucun successeur, ni blanc, ni quoi que ce soit. D'accord, donc hop, je colorie le E en noir. Pouf. Et je le fais passer dans ma liste L. Ok. Ensuite, visite E, c'est terminé, hein. D'accord. Ok, donc j'étais en train de faire visite B. D'accord, donc visite B reprend son cours. Il regarde quels sont les successeurs blancs de B. Il n'y a que A et E, mais ils ne sont plus blancs. D'accord. Ok, donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait ça, hein, il colorie B en noir. Ok, et il fait rentrer B ici. D'accord. Voilà, et puis visite B, c'est terminé. D'accord, ça prend fin, et donc il retourne ici. Donc pareil, pour tout U dans G, si jamais il est blanc. Bah, alors je vais continuer à regarder les sommets blancs, je vais prendre D. Donc je fais visite D. D'accord, donc première étape de visite D, il prend le sommet D, tac, il le met en gris. D'accord.
puis il regarde quels sont les successeurs de D qui sont blancs, en fait, d'accord? Donc, les successeurs de D, alors il y en a une tonne, attendez, je vais mettre successeur de D égale, alors déjà je vais les lister, il y a F, il y a G, et il y a C, c'est tout, ouais, il y en a que 3, d'accord? Lesquels sont blancs? Alors, bah, il y a G et H qui sont blancs, d'accord, donc il n'y a que G, d'accord, donc F, il ne le regarde pas, C, il ne le regarde pas, d'accord, si, hein, d'accord, il ne fait que regarder G, et bah, justement, il fait visite du point G, d'accord, enfin, du sommet G. Donc, visite, voilà, G, let's go. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre visite G? Bah, il prend G qui était blanc, il le fait passer en gris, ok. Il regarde donc quels sont les successeurs de G. Les successeurs de G, il y a F, mais il n'est pas blanc. D'accord? Donc ça rentre pas là. Je continue, je colorie G en noir. X, je le mets là. D'accord? Il est en noir. Et puis oui, puis je fais rentrer G dans L devant. Ok? J'ai terminé visite de G. D'accord? Voilà. Donc je reviens dans visite de D, hein, il était ouvert mon programme. Donc visite de D, on est là toujours. Hein. Donc D était gris, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus aucun successeur de D, hein, plus aucun successeur de D qui soit blanc, puisque les successeurs de D, c'est F, G, C. Et F, G, C, bon, ils sont pas blancs, quoi. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je fais D, il passe en noir. Hein. Pouf, pouf. Et je fais rentrer D ici. Ok, ok. Et puis après, qu'est-ce qu'il me met? Il me met H, d'accord? Il me reste H. D'accord, donc je reviens dans tri topologique hein, quand j'ai terminé ça, puisque je suis toujours en train de faire ma boucle tant que. Donc il me reste H qui est blanc, ok, donc je fais visite H, pouf pouf, donc je rentre dans visite, je colorie H en gris, tac, tac, donc il n'y a plus rien ici. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je regarde quels sont les sommets voisins de H. Alors il y a E, il y a D, il y a G, mais il n'y en a aucun qui fait il est blanc, d'accord? Bon, ok, donc il se passe rien. Je colorie H en noir. Hop. Donc vous ne voyez pas, mais il est là, d'accord? Et puis je rajoute ça ici, d'accord? Hop. Ça y est fini. Ouf, donc j'ai fini mon boucle fort U, donc pour tous les sommets qui sont ça, s'il est blanc, hein, d'accord, vous avez vu. Ok, voilà, et puis ça me renvoie L, ok. Bah voilà, hein, ça fait pas grand chose, ok. Et ça, donc on prétend que c'est un ordre total sur le graphe. Essayons de voir ceci. Alors, j'ai repris mon outil YED sur lequel j'avais dessiné mon graphe, d'accord? Et puis, je vais essayer de les déplacer pour voir si c'est vraiment un ordre total, d'accord? Donc, si c'est un ordre, eh ben, H, il doit être tout en haut, paf, là-haut. Puis après, ce serait D, non, hop, D, comme ça, voilà. Pouf, ici. Puis après, ce serait G, donc on va le voir bien comme ça, hein, d'accord? Alors, attendez, je ne fais pas pour qu'on voit les figures. Puis après, G, ce serait B. Ouais, là, c'est bien, il est bien, B. E, il est en dessous, d'accord. Puis A, pouf, la gravité, c'est par ici. Ah ouais, bon, c'est pas grave, il y a une arête qui est bizarre, c'est pas grave. Puis F, puis C. D'accord? Voilà. Et donc, comme vous voyez ici, toutes les arcs sont orientés du haut vers le bas, d'accord? H, c'est bien le premier, le tout en haut, d'accord? C'est le grand Manitou, ok? Il domine les autres. Puis il y a D, d'accord? Puis il y a, alors B, d'ailleurs, B, il est pas dominé par les deux premiers, d'accord? Mais bon, bref, il faut bien le mettre quelque part. Hein. On aurait pu le mettre plus haut. Hein, selon l'ordre dans lequel je commence les ABC, etc., d'accord, il aurait pu avoir une position plus haute. Bon, voilà, et il a une position ici. Ok, tant pis pour lui. Mais vous voyez qu'il aurait pu monter, mais ça c'est le hasard des trucs. Voilà, donc B, E, A, pouf, ça, d'accord? Alors là on voit bien, enfin, là il y a l'arc, si jamais vous me dites, hein, d'accord? Donc vous voyez que là il y a l'arc le G, F, et là c'est FC, d'accord? Parce que quand l'arc il est ici, on se demande s'il n'y a pas CF. Ah, ça ne marche pas. Mais non, c'est pas vrai. Ok? Voilà donc pour le tri topologique. Alors, cet algorithme, eh ben, on va essayer de comprendre pourquoi il marche, d'accord? Ok. Donc je remets ça. Alors, c'est intéressant. Donc, il y a trois questions qu'on doit se poser
pour quand on fait de l'algorithmique bien, quoi. Le premier truc, c'est la terminaison, c'est-à-dire, est-ce que mon programme, il se termine? Est-ce que ça va me faire une boucle infinie? Ou est-ce qu'il prend fin quelque part, ok? La deuxième question, c'est est-ce qu'il me donne le bon résultat, ce qui est une question très difficile, hein. Et la troisième question, c'est quelle est la complexité de cet algorithme, ok? Alors, première étape, la terminaison de l'algorithme. Pourquoi est-ce qu'il se termine? Pourquoi est-ce qu'il prend fin? Alors, regardons ici. Au pire, je fais... ici, là, je fais... si jamais je prends les sommets et qui sont blancs, 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 d'accord, ben je fais n sommets, d'accord? Donc, ordre du nombre de vertices hein, dans mon truc, d'accord? Je fais n fois ça, d'accord? Ok. Et alors là-dedans, combien est-ce que j'en ai au plus? Alors en fait, là, ce qui est bizarre, c'est que c'est un algorithme récursif. On a peur, d'accord? Mais en fait, on voit que je ne peux le faire je ne peux visiter le sommet que si il est blanc, d'accord? Or, à chaque fois que je fais appel à visite, j'enlève un sommet blanc et je le transforme en sommet gris, d'accord? Donc il est en cours de traitement. En fait, blanc, ça veut dire ne pas traiter, gris, c'est en cours de traitement, et noir, c'est a été traité, c'est fini, d'accord? Voilà, donc vous voyez que le nombre de sommets blancs, il diminue à chaque fois, d'accord? C'est strictement décroissant. Et donc, comme tout de suite en entier naturel strictement décroissante, forcément, elle est finie. D'accord? Si vous commencez par 65 et que vous descendez strictement, 64, 62, 60, etc., forcément, si vous êtes d'entier naturel, vous tombez à 0 et donc votre suite, elle s'arrête. Ok? Donc, c'est une suite finie ou une liste finie. Voilà, et donc on a un nombre fini d'appels récursifs ici, d'accord? Voilà, donc on a un nombre fini ici, un nombre fini ici, et donc au total, l'algorithme va bien s'arrêter grâce à la décroissance en fait du nombre de sommets blancs. Ok, donc voilà, ça termine. Après, pourquoi est-ce que c'est correct, l'algorithme? Pourquoi est-ce qu'il me donne bien un trait topologique? Ok. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que chaque sommet, en fait, il n'est ajouté à visite qu'une seule fois. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que pour être visite machin, il faut être blanc. D'accord? Vous voyez qu'à chaque fois que je dis, hein, si jamais tu es blanc, tu as le droit de faire visite. Si jamais tu es blanc, tu as le droit de faire visite. Ok? Voilà, donc il ne peut être ajouté qu'une seule fois là-dedans. Donc je ne vais pas retrouver à deux endroits mon sommet, le même sommet dans la liste L. Ok? Voilà. À chaque début et fin de visite, en fait, L, il contient exactement les sommets noirs. Pourquoi? Parce que j'ajoute le sommet à L lorsque je le fais passer en noir. Ok? Voilà. Et enfin, alors, on voit pas trop ici. Voilà, alors je l'ai mis sur une diapo différente, c'est mieux. Donc allons-y. Hop, voilà. Donc, pour voir la correction du truc, hein, la dernière partie, donc je vais regarder, donc je vais considérer un arc UV dans A, et je vais dire que V se retrouve dans L. Voilà, c'était U. Donc je reprends. Si UV est un arc, d'accord, alors V va rentrer, donc se retrouve avant U dans L, c'est-à-dire, hein, là c'est au niveau du temps, hein, d'accord? C'est-à-dire que V arrive dans L, et après il y aura U. Et donc comme ils se mettent devant, hein, vous avez vu, donc le U sera avant le V, d'accord? Qui correspond bien au fait que U doit être avant V avec l'ordre, ok? Alors, pourquoi est-ce que si jamais il y a UV, alors je vais faire entrer V dans L avant de faire entrer U. Donc U sera bien à gauche de V. Donc il y a trois cas possibles lorsque je vais visiter le sommet V, d'accord? Donc les trois cas, c'est selon les couleurs, soit il est noir, soit il est blanc, soit il est gris, d'accord? Si jamais il est noir, ok? Alors ça veut dire que V est déjà dans L, hein, et donc, comme U est blanc pour l'instant, il va rentrer, euh, après, et donc il va être avant V. Si jamais V est blanc, d'accord, donc je regarde U, je regarde visite U, hein, voilà. Si V est blanc, alors, comme j'ai UV ici, d'accord, je suis en train de faire visite U, et dans ce truc-là, if couleur blanc, il va me dire, oui, c'est bon, il y a V, d'accord? Et donc, V va se retrouver mis dans L avant, au niveau temporel, U, pardon, le sommet U, d'accord? Et donc, comme U, il va rentrer après V, et il va se retrouver devant, hein, d'accord, à gauche de V.
Ok, troisième cas, lorsque je fais visite de U, d'accord? Si jamais V est gris, ça veut dire quoi? Alors s'il est gris, ça veut dire que j'ai déjà commencé à traiter U, d'accord? Et puis je l'ai mis en attente, et puis j'ai fait... non, c'est V, pardon. J'ai déjà commencé à traiter V, et puis je l'ai mis en attente, puisque U, il est blanc, hein. Je l'ai mis en attente, j'ai traité certains sommets, et puis à un moment, je suis tombé sur un successeur d'un sommet qui est pile ce U-là. Ok? Ça veut dire que donc il existe un chemin qui part de V, d'accord, et qui va à U. Ok? Mais comme je sais que j'ai une arête UV, ça veut dire qu'il y a un cycle, d'accord? Et ça c'est absurde parce que ça contredit le fait que mon graphe G soit acyclique. Ok? Voilà, donc ce cas-là ne peut pas se produire, et donc dans tous les cas, je rentre V avant U, c'est-à-dire que U va se retrouver devant le V, d'accord? Puisque je le mets sur la gauche, ok? Voilà, donc en fait l'idée, c'est de regarder au moment où vous faites visite de U, d'accord? Qu'est-ce qui se passe pour V, d'accord? Selon les trois possibilités, soit il est noir, soit il est blanc, soit il est gris. Les deux premiers fait que V rentre dans L avant U, et s'il est gris, c'est pas possible, ok? Voilà, alors le troisième truc, c'est la complexité. Bref, on verra ça un petit peu après, parce que, bref, quoique... bon, on verra ça un petit peu après quand même, d'accord? Je voudrais voir d'autres choses avant ça. Ensuite, la fermeture transitive d'un graphe orienté, oui. Ok, donc quand G est un graphe, je désigne par C de G sa fermeture transitive, c'est-à-dire, alors, l'ensemble des sommets de C de G, vous voyez le verticis de C de G, c'est le même que les verticis de G, d'accord? Donc quand je mets l'indice, c'est qu'il faut que je distingue, ok? Et AB est un arc de C de G s'il existe au moins un chemin qui va de A à B dans G, d'accord? Alors, je reprends mon graphe de tout à l'heure, et puis j'obtiens ça. Alors, pourquoi? Donc déjà, les arêtes noires, hein, elles existent aussi, puisque il y a un chemin qui va de A à B, hein, puisque c'est directement l'arête AB, d'accord? Alors, je regarde A, je peux donc aller à B et à C, d'accord, depuis A. Est-ce que je peux aller de A à lui-même? Oui, parce que je peux faire AC, CA, d'accord? Donc j'ai une nouvelle flèche rouge comme ça. Est-ce que je peux aller à D? Oui, je peux faire A, C, E, D, donc je mets la flèche rouge ici. Est-ce que je peux aller à E? Oui, bien sûr, je fais A, C, E, et hop, je mets la flèche rouge ici. D'accord? Pour A, bon, et on va faire la même chose pour tout le monde. B, est-ce que je peux aller vers quelqu'un en partant de B? Nulle part, d'accord? Donc rien, pas de flèche nouvelle en partance de B. C, qu'est-ce que je peux faire? Donc je savais que je pouvais déjà aller en E et en A, je les ai laissés évidemment en E et en A, d'accord? Alors C, je peux aller en A, est-ce que je peux aller en B? Oui, avec déjà en allant à A, puis à B, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette flèche ici en rouge, ok? Est-ce que je peux aller en C? Bah oui, je fais E à C, hein, C, E, C, d'accord? Donc de C, je peux aller en C. Est-ce que je peux aller en D? Oui, il y a un chemin qui me va comme ça jusqu'en D, d'accord? Donc de C, je peux aller en D, ok? Est-ce que je peux aller en E? Bah oui, de toute façon, je pouvais y aller, ok? Donc ça c'est C. D, est-ce que je peux aller quelque part? Non, toujours pas. Donc il n'y a aucun chemin qui débute à partir de D, d'accord? Donc je laisse tomber. Et E, à partir de E, où est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller en A? Oui, je peux faire le C et le A. Donc je peux maintenant, j'ajoute une flèche vers A comme ça. Pareil, en E, est-ce que je peux aller en B? Bah, je pouvais y aller avant, donc toujours pareil. En C, pareil, d'accord? En D, oui aussi. Et en E, ben oui, je peux boucler comme ça, hein, en faisant E, C, E, d'accord? Ou E, C, A, C, E, enfin comme je veux. Et donc c'est bon, je reboucle, ok? Donc voilà pour la fermeture transitive, d'accord? De ce graphe-là, ça me donne ce graphe-là, donc les arêtes et noires et rouges, d'accord? J'ai juste laissé les noirs pour vous dire, elles sont toujours là, et puis on va rajouter ceci. Ok, alors histoire de vous convaincre que ça sert à quelque chose, tout ça, vous savez, voilà, c'est pour un cours sur les bases de données, vous savez, donc vous avez les attributs dans les données, d'accord, et puis tel attribut détermine tel autre attribut, d'accord, donc là c'est la clé, d'accord, voilà, et donc on veut savoir si, quelle est la fermeture transitive, c'est-à-dire, hein, si l'attribut A il détermine B, que l'attribut B détermine C, que l'attribut B détermine, etc., d'accord, A il peut déterminer qui, ok? Voilà, et donc on fait la fermeture, par exemple, hein, transitive dans les bases de données.
D'accord, donc on peut représenter hein, d'ailleurs le graphe avec les différents attributs, et puis c'est ce qu'on appelle la dépendance fonctionnelle, c'est ça, euh, du graphe. Et comme dans les bases de données, vous voulez avoir le moins possible de redondance, d'accord, donc vous essayez de trouver les arcs minimaux, d'accord, qui conservent la fermeture transitive maximale, d'accord. C'est-à-dire que quand vous faites la fermeture transitive avec le moins d'arcs possible, d'accord, vous retrouvez tout votre graphe que vous avez initialement. Ok, donc par exemple ça. Waouh, ça apparaît sur votre écran le truc énorme. Donc quand je prends une chaîne comme ça, la fermeture transitive, on est d'accord, il faut que je complète tout, d'accord, puisque je peux y aller en 1, donc là, je peux aller là, je peux aller là, d'accord. Voilà, donc vous rajoutez toutes les arêtes qui existent, d'accord. Voilà, et alors quel est l'algorithme qui me permet, étant donné un graphe, de trouver sa fermeture transitive? Eh bien, c'est l'algorithme de Roy Warshall. Donc Roy, hein, c'est... ouais, bah, je sais pas pourquoi je l'appelle Roy, hein, parce qu'il est français, hein, c'est Bernard Roy, qui est d'ailleurs... alors, il est prof émérite, je pense, maintenant doit être à la retraite, hein, à Paris-Dauphine. Oups là, pardon. Donc, principe de l'algorithme, alors allons-y. Donc, on va numéroter les différents sommets de 1 à n, et on va désigner par C la matrice d'adjacence du graphe. Alors on va construire plein de petites matrices d'adjacence. On construit la suite CK qui vérifie la propriété. Donc CK entre les sommets I et J ça vaut 1 s'il existe un chemin qui va de I en J en ne passant, attention, uniquement que par les sommets inférieurs ou égaux à l'indice K. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à C0, ben, vous allez nulle part. Alors on va prendre pour C0 quand même la matrice C elle-même. Hein. Ok. Voilà, donc alors euh, pourquoi ça va marcher ce truc-là? Comment ça va marcher plus exactement? Ok, donc à la fin, hein, la matrice Cn, comme vous regardez, donc en IJ ça vaut 1 si et seulement s'il existe n, enfin s'il existe un chemin de longueur n qui va de I à J, d'accord, et qu'il y a n sommets dans le graphe, bah forcément, si jamais il y en a un entre I et J, il est de longueur O plus n, hein, d'accord, puisque c'est pas la peine de passer deux fois par le même sommet, on a vu ça avec les chemins élémentaires, enfin les chaînes élémentaires à l'époque, mais pour les chemins c'est pareil, d'accord. Donc vous savez que O plus, il y a n... s'il existe un chemin entre I et J, alors il a O plus n sommets, d'accord. Et donc, Cn de IJ, ça vaudra 1 si et seulement si il existe un sommet, voilà, s'il existe un chemin, pardon, entre I et J, d'accord, qui utilise donc tous les sommets possiblement. Ok. Alors pourquoi, comment ça marche ce truc? Alors on va supposer que j'ai déjà fait à l'ordre K-1 et maintenant je fais K, d'accord, l'ordre K. Donc je me demande, est-ce qu'il existe un chemin qui va de I en J en utilisant tous les sommets de numéros, hein, c'est pas d'ordre, mais de numéros 1, 2, 3 jusqu'à K seulement, pas les autres, ok. Alors, il en existe un si et seulement si, bah, si et seulement si, je pouvais y aller déjà avec les sommets jusqu'à K-1, d'accord. Donc, soit il existe un chemin utilisant uniquement les sommets précédents, hein, d'accord, plus petit que K-1, ok. Ou alors bah, sinon, c'est qu'il existe euh, un chemin pardon, qui va de I à J et qui passe par K, d'accord. Et s'il passe par K, eh ben, c'est le fameux truc de tout à l'heure là que je vous disais. Voilà, le truc surpuissant mais totalement innocent. D'accord. Si je vais de I à J en passant par K, alors en fait j'y suis allé en utilisant seulement des chemins avec les sommets plus petits que K-1, d'accord, et de K à J seulement avec les sommets plus petits que K-1. Vous êtes d'accord? Encore une fois, je le redis. Si je peux aller de I à J, donc avec que des sommets de taille, enfin de rang plus petit que K, d'accord. Voilà. En passant par K, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui va de I à K en utilisant seulement les sommets de rang K-1 et un autre de K à J en utilisant seulement les sommets de K-1, d'accord. C'est-à-dire que CIJ de CK pardon IJ, c'est donc ça vaut 1, si et seulement si, soit ceci vaut 1, d'accord. Donc ça voulait dire que je pouvais déjà y aller de I à J avec des sommets, pas besoin d'avoir K, avec les K-1 premiers, ça me suffit, d'accord. Ou alors, je peux aller de I à K en utilisant les sommets inférieurs ou égaux à K-1, d'accord, de 1 jusqu'à K-1,
et je peux aller de K à J avec les sommets de rang inférieur ou égal à K-1. D'accord? Voilà, et donc vous venez de voir un exemple de la surpuissance du truc là-bas. Ok? Alors, une implémentation hyper simple de l'algorithme de Roy Marshall. Alors, c'est compliqué à dire, hein, puisque c'est Roy Marshall hein, en anglais. Donc, je pars de C0 est égal à C. Pour K de 1 à N, pour I de 1 à N, pour J de 1 à N, et ben je fais exactement, paf, ce truc-là, d'accord? Donc CK de IJ est égal à... Alors on peut le mettre avec OR, d'accord? Avec des 0, des 1, des true, des false, tout marche, ok. Donc soit j'allais de I à J déjà avec les sommets inférieurs ou égaux à K-1, ou alors je peux aller de I à K avec les sommets de rang K-1 et de K à J avec les sommets de rang K-1, d'accord? Voilà, et donc ça c'est à la fois, ce qui est marrant, c'est que c'est à la fois un truc... Enfin, il y a beaucoup de programmes maintenant qui font ça, qui confondent 0, 1 et les booléens, d'accord? Et donc ça marche bien. Ok? Et vous voyez que la complexité ici, elle est d'ordre de n3. Alors, premier truc de complexité, pourquoi? Bah parce que je fais pour k allant de 1 à n, donc j'ai n étapes. Pour i allant de 1 à n, j'ai n étapes aussi. Pour j allant de 1 à n, j'ai n étapes, d'accord? Donc quand je fixe k1, i à 1, j fait n étapes. Après k1, i à 2, j fait n étapes, pardon, et ainsi de suite, d'accord? Et donc au total, ça fait n fois n fois n égale n3, d'accord? Alors c'est de l'ordre de n3, parce qu'après je fais des petits calculs ici, d'accord? Alors j'en fais peut-être 10, d'accord, le temps d'évaluer tout ça, mais ça me fait 10 n3, et hop, c'est de l'ordre de n3. Alors c'est pas optimal, hein, l'algorithme, mais ça nous suffira largement pour ce qu'on a besoin de faire. Alors, dernière partie du cours de la semaine sur la forte connexité. Alors, on dit qu'un graphe donc orienté hein, est fortement connexe, donc c'est l'équivalent de la connexité pour les graphes non orientés. Si pour tout couple de sommets AB, alors il existe un chemin qui va de A vers B dans G et un chemin qui va de B vers A dans G, d'accord? Donc un tel graphe est dit fortement connexe. Alors, voici deux exemples. Le premier n'est pas fortement connexe parce que comme vous voyez, par exemple, pour aller de A et H, d'accord? Alors, pour aller de A vers H, ok, mais quand je suis à H, comment je fais pour remonter à A? Ben, je peux pas, hein, d'accord? Je peux aller à G, et puis il me revient là, et c'est tout, d'accord? Donc non, je ne peux pas aller de A à H et revenir, surtout, d'accord? Donc il n'est pas fortement connexe. Par contre, celui-là, oui, il est fortement connexe. Alors j'ai rajouté, c'est le même, hein, j'ai juste rajouté cette innocente petite arête GA. Donc essayons. Alors A à B, oui, et de B à A, ok. De A à C, tac tac. De C à A, ok. De A à D, touk touk touk. De D à A, bah tac tac. Hein. De A à E, tac tac. De E à A, bah, comme ça et comme ça. De A à F, tac tac. De F à A, tac tac tac. D'accord? Je vais tout le temps reprendre cette arête qui monte. Hein. De A à G, tac, 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 de G à A, pouf, d'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, vous vous amusez à vérifier tout partout, ok? En fait, j'étais très gentil de vous les dessiner comme ça vous voyez bien qu'il y a trois strates, hein, d'accord? Et hop, ça remonte. Ok, donc celui-là, il est fortement connexe, et celui-là, il n'est pas fortement connexe, d'accord? Et alors, on peut demander quelles sont les composantes fortement connexes, qu'est-ce que c'est? Donc un graphe G orienté et A un sommet, la composante fortement connexe de A, c'est l'ensemble des sommets de G, tel qu'il existe un chemin de A à S et un chemin de S à A, d'accord? Donc quels sont, donc j'aurais pris mon premier graphe qui n'était pas fortement connexe. Quelles sont les composantes fortement connexes de celui-ci? Donc on voit que ABC c'est bon, je peux aller les uns, les autres et revenir, d'accord? Et puis c'est tout, donc c'est la première étape. Ensuite la deuxième strate c'est celle-là. EDF, ah bah EDF hein, d'ailleurs. Alors c'est vrai ça ou c'est pas trop vrai hein? Attendez. Oui j'ai un 3 cycles ici, E vers F, F vers D, D vers E, d'accord? Donc c'est bon, ça roule, d'accord? Par contre, si jamais je descends là, je peux plus remonter, d'accord? Donc c'est la deuxième étape, et la troisième, c'est celle-ci, d'accord? Donc grosso modo, j'ai trois composantes fortement connexes, oui, c'est ça, excusez-moi. La première, c'est celle-ci, la seconde, c'est celle-ci, la troisième, c'est celle-ci, d'accord? Alors, bon, je vais pas continuer trop, mais en fait, les composantes fortement connexes forment une partition de l'ensemble des sommets, d'accord? On peut toujours, voilà,
ranger, donc séparer le graphe en ses composantes fortement connexes. À l'intérieur, donc il y a des cycles, je peux aller partout, machin, et je ne peux pas, enfin si entre les composantes fortement connexes, soit je descends, soit je remonte, mais évidemment je peux pas faire l'aller-retour, quoi, ok? Parce que sinon ça me ferait une composante fortement connexe. Donc voilà pour ce cours numéro 3. Je vais bientôt faire les TD et puis qui va avec, d'accord? Voilà, donc incessamment sous peu, vous aurez le TD. Bon, bah écoutez, passez une bonne journée et puis à très bientôt. J'essaye d'organiser quand même prochainement. J'essaie de trouver un cours, enfin un créneau qui correspond avec vos horaires pour faire au moins 1 heure de questions-réponses, etc. Ce ne sera pas un cours en synchrone, pardon, mais ce sera un moment d'échange en synchrone. Ok? Passez une bonne semaine, à bientôt, au revoir.